Pourquoi nous allons accepter aujourd'hui de dialoguer avec les M23 qu'on a accusés il y a longtemps des patins, des coquilles vides, de vassaux et tout ce que vous voulez comme vocabulaire, monsieur Gédéon? Pourquoi ça doit être maintenant? Pourquoi ça doit être après la chute des Goma? Pourquoi ça doit être après la chute des Bukavu? Pourquoi ça doit être après la chute de nombreuses villes et territoires? Pourquoi après la chute de ces villes, c'est parce Kinshasa que ne s'attendait pas à un tel retournement des situations? Exactement, Kinshasa ne s'attendait pas. Vous avez entendu les ministres, les Mineta passer auprès d'un de vos confrères dire que les aventuriers, ces gens ont été traités de tous les noms. J'ai dit, quand est-ce que cette décision ou ce schéma de dialogue avec l'homme 23 a été enclenché? La résolution 2773 ne nous a pas demandé directement d'aller négocier avec la M23, non. Cette résolution, dans son intérieur, elle renvoie la RDC. Mais elle existe depuis combien de temps, cette résolution? Mais c'est à peine. C'est à peine, c'est le mois passé, non? Le mois passé. Mais non, cette résolution... Depuis le mois passé. Cher ami, arrêtez de m'embrouiller. J'essaie de bien comprendre la situation. Le dialogue, l'EAC, la SADC, l'EAC nous demandait de dialoguer avec le M23. C'est pourquoi le président Félix Tshisekedi avait dit niet de ne pas dialoguer avec le M23. Nous sommes d'accord. Lorsque la résolution, lorsque le Conseil des Nations Unies a sorti sa résolution 2773, donnant raison à la RDC, confirmant que le Rwanda était un pays agresseur, tout consort, et à la fin, la résolution qui parle maintenant, que la RDC devra continuer avec les processus régionaux, la SADC et le EAC. Ça, c'est la résolution qui parle. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Ndetoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Bon début de semaine à toutes et à chacun. Nous sommes à quelques heures du go de négociation ou du dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 représenté par le Bertrand Bisimwa. À quelques heures de ce grand rendez-vous qui va se tenir à Luanda, capitale angolaise. Il y a une ambiance surchauffée par-ci par-là à Kinshasa, comme partout ailleurs. L'opinion se mobilise afin de donner les options claires à prendre avant la tenue de ces dialogues. Nous allons, à travers ces numéros, nous poser toutes les questions, les cartes qui sont sur table, comment négocier de façon méthodique pour renverser la balance à notre faveur. Quels sont les avantages,
mutuelle et à tirer les conséquences éventuelles d'un manque d'accord entre le parti. Ce sera un débat houleux sur ce plateau entre Emmanuel Tshibambe, cadre de l'UDPS, et Joseph Edeba, cadre de l'LGD, de Matata Pognon. Nous avons donc l'honneur de vous présenter ce numéro en début de semaine. Bienvenue à toutes et à chacun. Je reçois, je disais, Emmanuel Tshibambe qui est à ma droite. Comment allez-vous? Ça fait un bon moment. Depuis 2025, on ne s'est plus revu. Et vous revoilà en chair et en os et en très bonne santé. Bonjour Gédéon. J'ai dit également bonjour à tous nos téléspectateurs et l'équipe technique. D'abord, je commencerai par présenter toutes mes excuses parce que je crois avoir avorté 3 ou 4 rendez-vous. Donc, cela était dû aux multiples occupations que nous avons. Nous avons des charges d'État, des fois ça nous rappelle à l'ordre. En tout cas, non, la chaîne non à la balkanisation, c'est parmi les chaînes aujourd'hui. Un acteur politique sérieux ne peut jamais s'en passer. Désormais politique, mais nous gardons toujours l'esprit et la philosophie des non à la balkanisation. Justement. Donc, je disais, un acteur politique sérieux ne peut pas s'en passer d'une telle chaîne comme non à la balkanisation. Donc, c'était pas vraiment volontairement. Donc, vu les charges que nous avons, c'est ce qui fait que des fois, on a avorté les rendez-vous. Mais en tout cas, j'ai pris l'engagement d'être vraiment présent à chaque fois que l'invitation me sera lancée. C'est notre souhait que vous soyez permanent, surtout et je profite de l'occasion. Dans une période où le Congo fait face à une agression barbare et injuste, nous avons besoin de tous les cerveaux, de tous les fils du pays, de s'engager sur tout le front possible, le front diplomatique, médiatique, militaire, populaire, mais aussi le front médiatique. Exact. Allez, merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif de l'émission, je tiens à rappeler que le gouvernement, à travers la Première ministre, a pris la décision de doubler la solde de nos militaires. Désormais, les militaires auront droit à 170 ou 180 $, si je suis fidèle à ma mémoire, comme solde pour continuer à combattre, à colmater les brèches en restaurant la paix. Une décision salutaire et bien saluée au sein de l'opinion, mais qui arrive quand même à retard. Pendant tout ce temps, où étions-nous? Moi, je pense que ce travail doit être un travail de fond. Que ce soit des moralistes, des journalistes comme vous, des politiciens comme nous également. Nous devons mobiliser notre population. Cher Gédéon, je vous dis, lorsque vous allez aux États-Unis, les États-Unis a une population estimée à plus de 500 millions. Aujourd'hui, les États-Unis ont un effectif de 3 millions de militaires. Et pourtant, il n'y a jamais la guerre aux États-Unis. Il n'y a pas de guerre aux États-unis. Mais on se prépare à toute éventualité. Ils se préparent à toute éventualité. Donc moi, j'estime un grand pays comme le nôtre, 2 345 410 km², nous devrions avoir au moins 1 million des éléments, de troupes. C'est-à-dire un policier sur 10. Voilà. Nous devons avoir un policier sur 10 et surtout... Là, le calcul surtout, sur base de nombre de la population. Sur base du nombre sans compter la superficie. Sur le nombre des habitants, nous devrions avoir un policier pour 10 Congolais. Et sur c'est un travail qui n'est pas sorcier. Ça peut être faisable. Seulement, si nos autorités prennent cette question à bras-le-corps et qu'ils mettent les moyens suffisants dans la police et dans l'armée, nous devons faire ce travail, vous, nous, les moralistes et tout le monde, de pouvoir sensibiliser notre population à pouvoir s'enrôler dans l'armée. Moi, par exemple, les gens diront pourquoi pas vous. Il y a quand même un critérium, non, pour faire partie de l'armée. Il y a quand même un âge déjà établi. Moi, je pense que je n'ai plus cet âge-là. Mais ceux qui sont après nous, nos jeunes frères, peuvent aller s'enrôler dans l'armée. Nous demanderons aussi aux autorités de pouvoir vraiment... Aujourd'hui, j'ai vu le gouvernement a majoré le salaire, c'est bien bon. Mais moi, je pense qu'il faut encore, pourquoi pas 500 $, pourquoi pas 1 000 $ pour un militaire. Et vous verrez, les gens viendront s'enrôler sans... Mais justement, Emmanuel Tshibambe, il y a des raisons ou des arguments qui rendent cet appel impossible. Aujourd'hui, il faut pas donner... avec la mise qui a
qui a été majoré ou révalorisé, Oui. est-ce que c'est suffisant pour inciter le jeune à s'y enrôler? Bon, moi, je pense que pour un début, pour un début, c'est bon, mais il faut encore faire plus. C'est déjà bon pour un début. Sur ce, d'ailleurs, ce sont des éléments qui nous permettront de pouvoir faire vraiment campagne pour que le jeune vienne encore en masse, vienne encore s'enrôler dans l'armée, pour que nous ayons vraiment un grand nombre de troupes qui feront en sorte que nos 9 frontières soient bien gérées, bien gardées par une armée républicaine, une armée forte, requinquée, une armée qui n'aura pas cette histoire de trahison, tout consort. Donc, moi, je pense pour un début, c'est déjà bon, mais il faut encore améliorer. Est-ce que peut-on s'accorder à dire que c'est maintenant que le dirigeant se rend à l'évidence? Il faut mettre l'armée dans des conditions optimales pour qu'elle soit toujours motivée et mobilisée à défendre l'intégrité du territoire. Il faut révaloriser la mise ou la solde de nos militaires afin de les inciter à venir à s'enrôler davantage au sein de l'armée. Est-ce que ces réveils n'est-il pas tardif, s'il faut l'appeler ainsi? Je vous ai dit d'entrée de jeu, au début de l'émission, qu'il n'y a jamais eu de mauvais moments pour prendre une décision. Moi, je pense que, si vous vous souvenez, le chef de l'État, lors de son premier mandat en 2019, il avait ce souci de pouvoir réformer notre armée. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu de multiples nominations, il y a eu certains de nos officiers qui ont été envoyés en retraite, d'autres en formation. Et le chef d'État, Félix Tshisekedi, a toujours eu cette vision de requinquer notre armée, tant décriée d'ailleurs. Vous avez vu? Donc, il a voulu, et c'est une envie qu'il a toujours, jusqu'au jour où on est en train de faire cette émission. Je pense qu'il ne s'est pas encore, il s'est pas encore satiété. Ça va toujours continuer. Et vous savez, pour former l'armée, ce n'est pas, lorsque vous formez l'armée, vous vous taisez. Non. Si vous vous taisez aujourd'hui, demain, l'ennemi viendra. Je pense que ça sera chaque année, à chaque fois. Il faudra faire cet exercice. Il faudra former. Moi, je pense que ça sera un exercice vraiment éternel et continuel. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand le chef de l'État est entré, Félix Tshisekedi, bien entendu, quand il est entré, quand il a pris ses fonctions lors de son premier mandat, le salaire qu'il avait trouvé aux militaires, ce n'est pas celui qui est aujourd'hui. Il avait aussi majoré un tout petit peu. Là, je parle par rapport à votre question lorsque vous dites que ce n'est pas tardif. Non, il avait déjà majoré, mais nous demandions, même nous qui passions dans les médias, nous demandions au chef de l'État de pouvoir encore améliorer, faire encore plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il a encore franchi notre pas. Et il ne faut pas qu'il se limite là. Il doit encore franchir beaucoup plus de pas pour que cela soit vraiment un métier attractif pour que bon nombre de mes compatriotes puissent aller s'enrôler pour que nous ayons un grand nombre de troupes. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe, pour cet éclairage. Je crois que c'est tombé dans les oreilles de décideurs et qu'ils vont s'appliquer à suivre les orientations et les analyses que nous faisons sur ce plateau. Je disais avant que nous puissions monter sur ce plateau que la RDC, c'est l'un des rares pays au monde où l'opinion de l'expert n'est pas respectée. Ça, ce sont des mots qui viennent de vous. Si vous l'avez constaté, je demanderais que cela soit l'inverse. Il faut qu'on puisse quand même respecter l'opinion de l'expert. C'est très important. Vous verrez dans un domaine juridique, mais c'est un infirmier qui vient vous faire des leçons. Vous verrez dans notre domaine de la communication, vous verrez, c'est quelqu'un qui a fait l'économie qui vient vous rappeler à l'ordre. Donc, il y a vraiment ambiguïté. Moi, je pense que l'opinion de l'expert aussi doit être respectée. C'est justifié par quoi, selon vous? Je ne sais pas. Peut-être c'est... je ne sais pas. Allez. Parce que je me suis toujours posé la question, depuis la nuit des temps, si ça peut être justifié par quoi, je n'ai jamais trouvé de réponse. Voilà, on a aussi sur ce plateau, je disais à l'entrée de l'émission, Joseph Edeba, l'homme à la cravate rouge, cadre de LGD de Matata Pognon Mapon. Allez, je signale que vous arrivez en retard. Vous avez dû faire un long trajet peut-être. Parce que la RDC, c'est le pays où le stress commence à partir des 5 heures.
Bien entendu. Bien Pour ceux qui entendu. n'ont pas le moyen de mobilité, il faut sortir, Oui. trouver un moyen de transport et faire face à d'énormes embouteillages ou bouchons. C'est pas toujours facile. Quand même, vous y êtes. Nous sommes. D'abord, je commence par dire merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission largement suivie par l'opinion publique. Je salue mon co-débatteur, monsieur Emmanuel. Je crois que ce n'est pas une première. Et en même temps, je vais m'introduire pour dire je suis arrivé légèrement en retard à cause des embouteillages qui ne sont pas gérés efficacement par nos dirigeants. Vous savez que les décisions récemment prises par le ministère des Transports, qui est devenu aujourd'hui ministre de la Défense, par Comment ça? Mais oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait Nous plus... sommes dans une période exceptionnelle Non, où il on faut... a besoin de la contribution de tout le monde. Mais on doit avoir la contribution de tout le monde dans cette période cruciale selon chaque domaine. Vous n'êtes pas du domaine militaire, vous n'êtes pas militaire en soi, vous n'êtes pas militaire de formation. Mais vous vous retrouvez, par paradoxe, Mais ça n'exclut pas qu'un leader ministre, d'opinion s'il vous plaît, ministre ou un leader des sociologique Transports, puisse mobiliser la population. mais hasardeusement, vous vous retrouvez devant les étudiants en train d'expliquer l'organigramme de l'armée. Trouvez l'erreur. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qui s'est fait. Vous avez même vu une vidéo qui est devenue virale, où le ministre des Transports, avec tout mépris, il répondait à un étudiant qui a simplement posé les questions basiques nécessaires pour s'assurer des canaux nécessaires pourvus par les gouvernants pour, n'est-ce pas, endiguer les jeunes à adhérer à l'armée. Ça a irrité les ministres. Les ministres ont dit comme s'ils se foutaient complètement du fait que nous puissions battre campagne pour mobiliser les jeunes à adhérer. C'est ce qu'a dit tantôt Emmanuel Tshibambe. Alors, Le VPM de transport Jean-Pierre Bemba n'obligeait pas le jeune de l'UPN ou les étudiants à s'enrôler dans l'armée. non, mais C'était un appel facultatif lancé à ces jeunes pour défendre l'intégrité du territoire. Où est l'erreur dans tout ça? non, mais écoutez, d'abord, il faut dire que c'est le travail normalement qui devait revenir au ministre de la Défense et peut-être de l'Intérieur. Mobiliser les jeunes. Mais ce qu'est en train de faire Jean-Pierre Bemba, c'est pas mauvais. Mais cependant, quand vous vous retrouvez dans telle situation, il faut arborer les langages des responsables. Vous ne forcez pas les jeunes, mais vous venez les supplier pour adhérer à l'armée. Quand vous venez les convaincre, il faut, n'est-ce pas, arpenter votre argumentaire des éléments nécessaires pour, n'est-ce pas, les convaincre à adhérer à l'armée. Vous ne venez pas vous moquer d'eux. Vous ne venez pas les saboter. Vous allez auprès de la jeunesse universitaire, ce sont des jeunes qui ont étudié. Il faut être aussi conséquent avec des réponses préparées parce qu'ils vont poser des questions. Par exemple, ils vous demandent, vous nous parlez d'adhérer à l'armée. Vous nous invitez à adhérer à l'armée. Vous cherchez à nous convaincre à tout prix d'adhérer à l'armée. Où sont vos enfants? Le fils de Museveni est militaire. Le fils de Kagame est militaire. Peut-être Archange Touadéra aussi. Peut-être Lorenzo et les autres. C'est-à-dire que le pays qui nous environne nous donne l'exemple sans dire que les enfants des dirigeants se retrouvent d'abord en train de servir la nation au sein de l'armée. Et ça, c'est un exemple. Mais quand vous regardez les enfants de Jean-Pierre Bemba, ils ne sont même pas là. Quand vous regardez les enfants du président de la République, ils sont bien protégés, ils ne sont pas dans l'armée. Ils sont d'ailleurs nommés à la présidence, vous le savez. Et quand les jeunes posent ce genre de questions, il faut vous préparer conséquemment à répondre aux désidératants afin de les convaincre. Est-ce que ces arguments aujourd'hui, Joseph Débat, en une minute, rendent-ils impossible l'appel à l'enrôlement au sein de l'armée? Non, mais écoutez, le fait que le ministre, les dirigeants d'aujourd'hui soient incapables de répondre aux jeunes, c'est quoi les mécanismes préparés pour, n'est-ce pas, favoriser l'adhésion massive de la population et de la jeunesse en particulier au sein de l'armée, traduit le simple fait que les dirigeants ne sont pas préparés à cet événement de grande envergure. Parce que s'il faut regarder les traitements reçus de nos militaires au sein de nos forces de l'ordre, au sein de l'armée, au sein des FARDC, est-ce que ça vous plaît, M. Gédéon? Est-ce que ça plaît à la population?
quand nos militaires sont payés de manière alambiquée, comme vous connaissez, quand nos militaires ne sont pas entretenus comme il se doit, à la différence d'autres armées. Mais leur solde a été révalorisé par le problème, l'annonce de la première dame depuis Bandundouville, qui dit-elle améliorer la solde de militaires qui va désormais doubler. nous avons entendu le président de la C'est quand République. même un premier pas. Le président de la République, et au début de son mandat, a dit une fois être président, les militaires, les policiers auront des maisons, auront des véhicules. Ça ne s'est jamais concrétisé. Ce sont des paroles en l'air. Madame la Première ministre, c'est sous pression qu'elle a dit ça, justement pour chercher à... Écoutez, on ne peut pas flouer une population pour des causes nobles. Il faut être véridique. D'où viendra cette augmentation ou cette duplication des salaires? Il faut expliquer cela aux Congolais. Et si on pose la question, du coup, on est impoli, on est, voilà, on est expert et tout. Non. Le peuple a besoin de la clarté. Le peuple a besoin du fait qu'il soit briefé parce qu'il est apporté comme offre, n'est-ce pas, massif, je veux dire, ce qui est amené comme offre auprès de la jeunesse pour adhérer à l'armée. C'est cela le problème. Élucider les choses, clarifier comment vous allez faire, parce que vous avez déjà des militaires que vous ne traitez pas bien. Nous voyons nos frères soldats être en pénurie des munitions, être dépourvus des moyens nécessaires pour vivre, notamment les manger et tout ce que vous avez vu à la guerre. Mais cependant, au lieu de bien traiter ceux qui sont là, nous nous précipitons à faire adhérer le jeune. Et quelles conséquences donc? La conséquence, c'est qu'à un moment venu, les dirigeants seront débordés des gens qui vont, évidemment, dans tous les cas, et l'appel ne sera pas suivi par les jeunes. Mais écoutez, ils vont répondre à l'appel pour aller subir les mêmes traitements que reçoivent les FRDC. C'est ça le dommage. Vous savez, l'armée, c'est un champ de bataille, c'est un chantier immense. Cité déjà. Qui, n'est-ce pas, ne se bâtit pas en un seul jour. Hein? Voilà pourquoi il y a l'officier Président Clause 8 qui disait qui wis pacem parabellum. On a eu suffisamment le temps pour préparer la guerre. Nos pays voisins ont suffisamment eu le temps de préparer la guerre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils font des recrutements massifs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils cherchent à tout prix convaincre les jeunes. Je vous rappelle qu'au Rwanda, par exemple, on apprend à des petits-enfants de la maternelle comment manipuler les armes. On les apprend qu'écoutez, il y a une partie de notre terre qui se trouve en RDC. Et ça, c'est de la préparation. C'est pas chez nous. Donc la formation pour le jeune qui vient de l'école primaire n'est pas assez longue dès que l'offre vous est proposée, parce que déjà, on a le basique. On apprend sur l'essentiel. Donc, sans faire l'apologie du Rwanda. Exactement. Moi, je prendrai un autre exemple pour chuter. En Russie, est-ce que vous savez que ceux qui composent la colonne vertébrale de l'armée en Russie, ce sont des jeunes qui viennent des académies militaires. Des très jeunes. De la maternelle, ils sont à l'académie militaire et ils avancent jusqu'à arriver à un âge donné, ils intègrent l'armée régulière. Ils sont considérés comme la réserve. Mais non seulement de la réserve, mais les potentiels nécessaires à utiliser à tout moment. Okay. C'est cela la préparation pour des éventualités. Évidemment, la paix n'a toujours pas été longue. Il faut se préparer régulièrement à la guerre. Mais que font nos dirigeants aujourd'hui? Nos dirigeants ont passé 7 ans, presque 7 ans, à voyager partout dans le monde, à n'est-ce pas, cristalliser la corruption, à la mégestion, tout ce que vous voulez. Mais pour finalement aboutir à ce que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup. Un ministre des Transports qui se retrouve à la place du ministre de la Défense en train d'expliquer les schémas et l'organigramme de l'armée devant les étudiants. Merci beaucoup. Ce n'est pas le sujet de l'émission, mais c'était quand même important qu'on en parle. Nous allons prendre le premier sujet de l'émission. La RDC doit-elle dialoguer ou négocier avec le M23? C'est mardi 18 mars. À quel prix? Voilà. Emmanuel Tshibambe, est-ce que ces négociations s'imposent à tout prix? Faut-il négocier ou pas? Cher ami, merci pour la question. Vous savez, je rencontre cette question partout où je passe. Il y a même beaucoup de nos compatriotes qui me les posent dans des médias sociaux. Vous savez, moi je vais renvoyer
mes compatriotes à faire l'usage du contenu de la résolution 2773. Parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à pouvoir répéter les propos du chef de l'État qui disait à son temps qu'il ne négocierait jamais avec le M23. Non, les gens pensent que le président a fléchi. Aujourd'hui, il revient sur ses propos. Je demanderai à mes compatriotes, nous parlons tous, même certains de vos collègues aussi, j'ai compris qu'ils n'ont pas fait vraiment l'usage intégral de cette résolution. Vous verrez dedans, dans cette résolution, où on vous dit, on nous renvoie, nous, la RDC, parce que c'est une résolution aujourd'hui qui est favorable à la RDC. Vous verrez dedans, on nous renvoie des pouvoirs continuer avec nos processus régionaux. Ça veut dire la SADC et le EAC. Donc une discussion permanente voilà. avec l'État agresseur. Non. Oui, hein, mais parce que l'EAC préconisait une discussion permanente avec l'État agresseur et avec des groupes armés. Ça, c'est le cas de l'EAC. Parce que l'EAC et la SADC, c'est des organisations régionales, ont été citées dans la résolution 2773. Et que dit exactement la résolution 2773? Alors, c'est une résolution où il y a plusieurs éléments qui rentrent dedans. Des éléments quand même essentiels. Oui. Moi, je voudrais me focaliser sur la question du dialogue. Là où, dans la résolution, il nous est également recommandé d'aller en discussion avec tous les groupes armés. On fait allusion aux organisations régionales comme l'EAC et la SADC. Si aujourd'hui, maintenant, moi je trouve ambigu, si aujourd'hui nous applaudissions, nous disons voilà, c'est un succès pour nous, le succès diplomatique, nous avons la résolution 2773, sans pour autant appliquer à fond cette résolution, ça sera une ambiguïté, ça sera une dichotomie. Ça sera une dichotomie. Vous avez dit que la résolution 2773 nous appelle à dialoguer directement avec le M23. Non, je n'ai pas dit ça, vous ne m'avez pas suivi. Mais que dit la résolution? La résolution nous renvoie de pouvoir affiner nos processus à travers les organisations régionales. Notamment la SADC et l'EAC. C'est ce que j'ai dit. Et quelle est la position aujourd'hui de ces deux organisations sur la question? Non, je ne parle pas de la position. Moi, je m'aimerais rentrer dans l'une des résolutions de l'EAC qui fait partie des organisations régionales. L'EAC nous a toujours... Au dernier sommet, laissez-moi finir, vous allez me faire perdre le fil d'idée. Les deux organisations régionales nous ont imposé, exigé de dialoguer avec le M23. Mais nous parlons même langage alors. Je dis ceci, je voudrais me répéter. Aujourd'hui, la RDC, nous Congolais, nous acclamons, nous applaudissons du fait que les Nations Unies aient donné raison à RDC, tout consort, et il a sorti une résolution qui est la résolution 2773. Maintenant, dans cette résolution, nonobstant tout ce que nous avons obtenu, tout consort, nonobstant tout ça, cette résolution nous renvoie aussi, si vous lisez là en bas, elle nous renvoie de pouvoir continuer, j'utilise bien le verbe, de pouvoir continuer avec nos processus à travers des structures régionales, notamment la SADC et l'EAC. l'EAC... Quand est-ce que cela est tombé? Quand est-ce que quoi? Là, cette résolution est tombée, et cette résolution nous appelant au dialogue ou aux négociations avec les groupes armés. La résolution 2373, elle ne nous a pas demandé d'aller négocier. Non. J'ai dit, comprenez-moi s'il vous plaît. Je comprends Non, bien. vous ne comprenez pas, non. J'ai dit, quand est-ce que cette décision ou ce schéma de dialogue avec le M23 a été enclenché? La résolution 2773 ne nous a pas demandé directement d'aller négocier avec le M23, non. Cette résolution, dans son intérieur, elle renvoie la RDC. Mais elle existe depuis combien de temps, cette résolution? Mais c'est à peine. C'est à peine. C'est le mois passé, non? Le mois passé. Mais non, cette résolution... Depuis le mois passé.
cher ami, arrêtez de m'embrouiller. J'essaie de bien comprendre la situation. Le dialogue, l'EAC, la SADC, l'EAC nous demandait de dialoguer avec le M23. C'est pourquoi le président Félix Tshisekedi avait dit niet de ne pas dialoguer avec le M23. Nous sommes d'accord. Lorsque le Conseil des Nations Unies a sorti sa résolution 2773, donnant raison à la RDC, confirmant que le Rwanda était un pays agresseur, tout consort, et à la fin, la résolution qui parle maintenant, que la RDC devra continuer avec les processus régionaux, la SADC et le EAC. Ça, c'est la résolution qui parle. Maintenant, si nous devons appliquer intégralement toutes les recommandations de la résolution, ça veut dire que la RDC devra aller aussi vers l'EAC et la SADC. Ça, c'est ce qui est repris dans la résolution et que moi, je suis en train de faire la lecture et en train de faire l'exégèse de tous ces propos en tant que scientifique. Donc, s'il faut que nous respections mot à mot toute la résolution de A à Z, ça veut dire que la RDC devra aller vers devra également, elle, aller vers l'EAC, appliquer toutes les résolutions de l'EAC et de la SADC. Or, dans l'EAC nous avait recommandé, nous, la RDC, d'aller négocier avec le Rwanda, avec le M23. S'il faut respecter lettre par lettre l'esprit de la résolution. Maintenant, moi en tant que Congolais, et que j'aimerais gagner cette guerre d'agression, et que je fais foi à la résolution 2773, je n'ai pas de choix. Je demanderai que cette résolution soit respectée de A à Z comme il faut. Donc, si aujourd'hui, il faut aller négocier avec des groupes armés, nous devons aller négocier. Mais cette fois-ci, ça sera avec préalable. Ça sera avec préalable, ça ne sera pas comme ça à volo, non, ça sera avec préalable. Quels sont ces préalables? Moi, par exemple, je demanderai au gouvernement de pouvoir... J'apprends qu'aujourd'hui, ils seront reçus... J'apprends, je ne sais pas si cela est confirmé, qu'ils seront reçus... la délégation congolaise sera reçue par le président Joao Lorenzo. Si j'étais membre du gouvernement, ou bien si j'étais conseiller quelque part, je demanderais au gouvernement de pouvoir accepter de dialoguer avec le M23, mais avec des préalables. Par exemple, que le M23 ne soit pas inféodé par l'État agresseur, ça veut dire ne soit pas que le M23 soit dénudé de toute force rwandaise. Là, ce sera dans les termes. Ça, ce sont des recommandations. Des négociations. Oui, s'il faut parler parce maintenant avec le M23. Il faut y aller avec tout le plan. Il y a la proposition intransigeante, la proposition alternative, mais aussi la proposition du compromis. Il y a la proposition du compromis. Mais est-ce que, au regard de la situation, devons-nous camper sur notre position, comme vous essayez de le dire? Non, mais il faut que nous mettions... Moi, je demande au président de la République, cette guerre a pris beaucoup de temps. Et le chef de l'État le sait, en est conscient. Il faut que cette fois-ci, cela prenne fin définitivement. Nous devons aller jusqu'au bout. Vous savez quoi, cher ami, c'est comme je vous dis, beaucoup de gens n'ont pas lu cette résolution. Même cette histoire de dialogue, c'est un piège pour nous, la RDC. Si le président Tshisekedi refusait ces dialogues-là, il aurait, le monde entier aurait dit, voilà, il cherche une solution en même temps avec son contraire. Alors, la question, parce que vous parlez de quelque chose de capital, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a-t-il été induit en erreur ou a-t-il été roulé dans la farine par ses pairs africains au regard de la suite des événements? Est-ce que s'attendait-il à une telle suite où on l'oblige de dialoguer avec le M23? Parce que nous connaissons ses positions antérieures sur les négociations, le dialogue direct avec le M23. Cher ami, je vais vous donner une vérité. D'ailleurs, c'est une vérité éternelle. L'influence qu'avait le M23 avant la décision du Conseil des Nations, le Conseil des sécurité des Nations Unies et la position qu'a le M23 aujourd'hui, elle est diamétralement opposée. Ce n'est pas le même M23 que nous connaissions il y a quelques mois. Non. Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça reste une coquille vide, selon le mot du chef de l'État. Je ne dirais pas... Moi, je suis un politique, cher ami. Je ne viendrai pas étaler tous les 36 stratagèmes ici. Mais elle n'est plus une coquille vide. Je peux m'expliquer. Vous pouvez me laisser le temps de m'expliquer. Allez-y. Je peux? Allez-y.
je vous dis, aujourd'hui, avec le succès diplomatique que la RDC a engagé, ce mouvement M23 n'est plus le même qu'il y a quelques mois passés. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ce qu'il est devenu, je ne vais pas l'étaler ici parce que nous sommes en politique et jusque-là, nous sommes encore en guerre. Je ne peux pas dévoiler tous les 36 stratagèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la position que nous détenons actuellement, c'est une position de force. Ça, il faut que nous le disions. Une position de force qui va astreindre ces terroristes du M23 de pouvoir de ne pas donner tout, de ne pas donner tout, toutes les recommandations dont ils pouvaient faire avant que nous soyons dans cette situation actuelle. Merci beaucoup. Vous voyez, donc pour chuter, là je pense que si je me suis bien fait comprendre, moi je voudrais, ici il faut que les gens me comprennent, il faut que les gens me comprennent bien. Je demande au chef de l'État de négocier, mais avec le préalable. Il faut que ce mouvement soit défait de toute influence rwandaise, que nous ayons des Congolais qui réclament ce qui leur est dû. Ils ont aussi le droit de réclamer. Si ce sont des Congolais, à moins que ce soit des étrangers, si ce sont des Congolais, ils viendront avec leurs revendications. Et c'est sur base de toutes ces revendications que nous allons nous mettre ensemble et décider. Mais parmi les revendications, là je mets un note à Ben avec un grand N et B. Parmi les revendications de nos amis, entre guillemets, s'ils sont Congolais, moi, je demande au chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, nous ne voulons plus cette chanson rhétorique, mixage. Et l'autre, c'est quoi? Brassage, intégration. Nous ne voulons plus ces trois mots-là. Sur ce point, nous sommes vraiment extrémistes et nous n'allons pas transiger. Merci beaucoup. Pas question de mixage ni brassage. Il y a quelques années, on a mis Kabila au pilori en disant qu'il a vendu le pays au Rwanda. À travers les accords qu'il a dû signer. Aujourd'hui, nous sommes presque dans la même configuration. L'actuel chef de l'État devra aussi être face au M23, dialoguer et par la suite signer des accords. Moi, je demanderais qu'à la fin, qu'on puisse nous brandir l'accord qui sera signé. Comme il y a un député qui a appelé le chef de l'État à soumettre cet accord au référendum, quelque chose d'hallucinant et d'incroyable. Allez, Joseph Faye-Débat, vous avez 3 minutes pour balayer tout ce qui a été dit par Emmanuel Tshibambe. On dit que nous ne sommes plus en face du même M23. Le mouvement hier qualifié de terroriste, on a l'impression qu'il ne l'est plus. Quelle est la dynamique actuelle qui nous entraîne dans ces négociations, ou qu'est-ce qui a changé depuis la bataille diplomatique? Alors, merci pour la question. J'aimerais quand même aller certaines choses entendues tout à l'heure ici. Il faut considérer que M. Gédéon, ce n'est pas seulement le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous ont recommandé les dialogues. Tous nos pays voisins, que ce soit l'Angola, le Congo-Brazzaville, par les biais de son président Sassou Nguesso, et tous ceux qui nous environnent, qui comprennent la réalité effective de la gouvernance en République démocratique du Congo, ils nous demandent de discuter avec les M23. Et discuter avec les M23, après avoir se faire subir une humiliation comme nous avons essuyé à Goma et à Bukavu, c'est une capitulation. Une capitulation? Exactement. Pourquoi nous allons accepter aujourd'hui de dialoguer avec les M23 qu'on a accusés il y a longtemps des patins, des coquilles vides, de vassaux et tout ce que vous voulez comme vocabulaire, monsieur Gédéon? Pourquoi ça doit être maintenant? Pourquoi ça doit être après la chute des Goma? Pourquoi ça doit être après la chute des Bukavu? Pourquoi ça doit être après la chute de nombreuses villes et territoires? Pourquoi après la suite de ces villes? C'est parce que Kinshasa ne s'attendait pas à un tel retournement des situations. Exactement, Kinshasa ne s'attendait pas. Vous avez entendu les ministres, les Mineta passer auprès d'un de vos confrères dire
les aventuriers. Ces gens ont été traités de tous les noms. Mais à la grande surprise, les attentes n'ont pas payé. Les M23 ont percé la muraille. Il faut rappeler qu'à Goma, il y avait le verrou des FARDC. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons le malheur d'assister à un scénario de procès tenté contre les généraux qui, n'est-ce pas, ont déserté. Mais dites-moi à la place de ces généraux, si c'était vous, qu'alliez-vous faire? Si c'était M. Emmanuel Tshibambe, qu'allait-il faire? Donc, le M23 a démystifié l'orgueil des gouvernants de Kinshasa. Nous avons compris que les gouvernants de Kinshasa n'entendent que la voix de la violence. Donc ne parlez pas de prouesse de ce rebelle. Attendez, je ne parle pas ici de prouesse. Je parle de la position. À condamner. Attendez, ici on dit que le M23 je ne parle pas ici de la prouesse. Le M23 n'est plus le même. Je ne parle pas ici de la prouesse. Le M23 a été vidé de son influence. Alors la question, qu'est-ce qu'il est devenu selon vous? Je ne parle pas d'influence. Je parlais de l'attitude des dirigeants congolais, des dirigeants de Kinshasa, qui semblaient minimiser la menace. Alors qu'en guerre, il ne faut jamais sous-estimer ça. Alors, on dit aujourd'hui, M. Emmanuel Tshibambe dit que l'influence qu'avait les M23 avant la résolution des Nations Unies n'est plus les mêmes aujourd'hui. Mais dites aux Congolais, cette influence a changé en quoi la réalité des terrains? Les M23 ont occupé les territoires jadis contrôlés par les FARDC jusqu'à ces jours. Ils n'ont pas été chassés. Les résolutions, que ce soit des Nations Unies, tout ce que vous voulez, tous les commentaires, même les sanctions. Peut-être la stratégie de Rwanda, Kinshasa, c'est de vouloir discuter avec le Congolais faisant partie du mouvement. Peut-être c'est ça la stratégie. La situation n'a pas changé sur le terrain. On nous dira que l'influence a changé, mais ça n'a pas changé la situation sur le terrain. Ce qui veut dire simplement que c'est du rencontre. Alors, je vais encore revenir sur quelque chose. Monsieur Tshibambe, vous lui avez demandé, cette influence a été changée en quoi? Il dit, il ne sait pas le dire ici, parce qu'il ne sait pas étaler les 36 stratagèmes, tout ce que vous voulez. Mais dites aux Congolais, éclaircissez ces Congolais qui résident aujourd'hui dans des territoires occupés, comment vous faites pour récupérer l'intégralité de nos territoires? Kabila est parti, il a laissé le pays sur les limites de l'indépendance. Dites aux Congolais, comment allez-vous faire? Parce qu'en même temps, vous accusez que le dialogue avec les M23 est un piège. C'est ce que Tshisekedi a dit depuis longtemps. Le président de la République a dit non, je ne vais pas, tant que je suis président de la République, je n'aurai jamais en face de moi les gens des M23. La cause, c'est qu'on a mis une délégation, au lieu d'aller directement discuter avec les M23, on a mis une délégation dont Bemba et les autres pour aller rencontrer les M23. Vous savez, diriger une nation est quelque chose de très différent. C'est à une sorte de quelque chose, une élévation qui exige le dépassionnement. Nous devons nous dépassionner des commentaires inutiles. Et je me rappelle les propos de Joseph Kabila qui disait « Il ne faut parler que quand les mots sont plus forts que le silence. » Ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Victor Hugo. Mais je rappelle, moi Joseph je l'ai entendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a pris ça de Victor Hugo. Bon, faites comme vous voulez. Moi, je l'ai entendu. C'est ça la réalité. Je ne l'ai pas appris de Victor Hugo, je l'ai appris auprès de Joseph Kabila. Voilà pourquoi je l'ai répété, parce que ici, nous parlons du contexte congolais. Et voilà. Il faut se taire. Si vous n'avez rien à dire, si vous saviez qu'après tout ce temps, on aura en face de nous les M23, il fallait ne pas dire que je ne discuterai jamais. Parce que s'il faut se fier aux propos du chef de l'État, aujourd'hui, on a capitulé. Maintenant, aujourd'hui, il faut y aller, oui ou non? Mais oui, il faut aller. Nous avons toujours dit, quel plan? Écoutez, nous avions toujours dit que les dialogues restent notre coutume. Nous avons toujours dialogué depuis la nuit des temps, ce n'est pas aujourd'hui. En 2001, nous avons dialogué. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, qui aujourd'hui se révèle va en guerre auprès de Tshisekedi, a été aussi rebelle. Il y a beaucoup de rebelles qui sont autour des chefs de l'État aujourd'hui. Donc, nous avons dialogué avec ces gens et avec le leadership et la gouvernance des dirigeants de l'époque.
Nous avons su sauver les vies de ces Congolais aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, en train de servir le pays d'une manière ou d'une autre. Dialoguer, aujourd'hui, oui. au sein des institutions. Mais avec qui Maintenant, dialoguer et quels sont les avantages mutuels à tirer? Non, mais attendez. Hmm. L'avantage, c'est qu'il faut ici aller vers un pacte social de paix pour, n'est-ce pas, finir avec ces atrocités que nous sommes en train de vivre depuis plus de 3 décennies. Donc nous allons vers à l'est un du sans pays. site ou 3. Non, il faut ici dire que les dialogues nous favorisera, n'est-ce pas, un grand pas vers un pacte social qui nous aide à restaurer la paix à l'est du pays. Et ça, c'est pour l'avantage. Dans tous les acquis. Non, attendez, vous allez déconsolider quel acquis d'abord? Quel acquis faites-vous allusion? C'est ça le problème. Ici, il faut restaurer la paix et c'est là à tout prix. Parce que les dirigeants ont démontré de la limitation en matière de gouvernance, qu'ils n'étaient pas à mesure d'imposer une paix. Parce que Napoléon Bonaparte dit qu'une paix doit être victorieuse. Une paix qui est issue des attentes n'a jamais été une paix durable et longue. Voilà pourquoi il faut se préparer à avoir une armée dissuasive. Mais pendant ces temps, la RDC aujourd'hui, Kinshasa, le président de la République et compagnie, et l'Union sacrée de M. Emmanuel Tshibambe, n'ont pas été à la mesure d'imposer la paix à l'est du pays, comme ce fut le cas en 2013. Nous avions imposé au M23 notre volonté, la volonté des Congolais de restaurer par voie d'armes la paix à l'est. Et au cas où Ce qui se passe actuellement, c'est que Kinshasa n'est pas à mesure d'imposer la paix. Voilà pourquoi la seule issue qui reste, c'est celui de chercher à dialoguer. Parce que si vous ne dialoguez pas, comment comptez-vous récupérer les territoires sous contrôle de l'ennemi? Alors, au cas où Kinshasa changerait de fusil d'épaule, en ce qui concerne pour parler avec le M23, quelles conséquences craindre d'un manque d'accord entre les partis? Non, mais il faut craindre la conséquence de la balkanisation, c'est simple. Si Kinshasa change encore une fois, parce que nous connaissons que les dirigeants aujourd'hui de l'Union sacrée ont pour spécialité nier les accords. Ça, c'est une spécialité. En tout cas, ils accepteraient. Aucune responsabilité n'est leur. Ils ont toujours rejeté. Même les dialogues aujourd'hui, qui est en train de se profiler, les dirigeants de l'Union sacrée vous disent, écoutez, ce n'est pas nous, c'est l'Angola. Mais il faut accepter ouvertement que c'est nous qui avions demandé le dialogue. C'est nous qui avions demandé le dialogue. Peu importe, tout conflit. La conséquence, c'est que par les dialogues. Si on n'accepte même dans le pas, cas du M23, si on n'accepte on veut pas, parvenir à cette fin. Si on n'accepte pas ces dialogues, les dangers qui existent derrière, c'est celui de, n'est-ce pas, balkaniser notre pays. Et c'est le plan, nous avions dit que ça reste comme le plan de l'île de presse de balkaniser ce pays. Parce que vous refusez les dialogues. Si vous n'acceptez pas les issues de ces dialogues, je veux dire ici les accords et tout ce qui va en ressortir, pour, n'est-ce pas, restaurer et rétablir la paix à l'est du pays, ce que vous êtes en train de jouer votre partition pour balkaniser ce pays. Parce que pendant ce temps où nous discutons, vous et moi, chers Gédéons, à l'est du pays, l'on nomme des administrateurs. Et ce qui se passe là-bas, il y a une campagne de laver les mémoires de ces compatriotes qui habitent les territoires et les zones occupées. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Comme au Donbass, comme au Donetsk, l'ennemi va chercher à, n'est-ce pas, installer une sorte de bonne gouvernance qui va, n'est-ce pas, désintéresser ces peuples-là, cette population-là, de Kinshasa. Et à la fin des comptes, c'est que si nous voulons continuer avec notre logique de reconquérir nos espaces, nous aurons affaire à notre propre peuple qui s'oppose à nous, qui refuse désormais de rester ensemble avec les restes du pays. Ils voudront ici déclarer l'indépendance. Et cette indépendance, pour finalement, après, se rattacher à un autre pays. Et c'est ça le plan que nous craignons, que sans les dialogues aujourd'hui initiés par les prélats catholiques et les autres, et les pays voisins, l'Angola et les restes, sans cela, nous allons aboutir à ces plans. Et ces plans, l'orchestrer, l'aider à se matérialiser serait une faute grave et incommensurable. Merci. Je vous accorde, parce qu'on est presque à la fin. Il nous reste pratiquement 5 minutes, 2 minutes à chacun. Emmanuel Tshibambe,
vous avez 2 minutes pour conclure. Quelles sont les cartes sur table aujourd'hui? Et est-ce que toutes les parties à ces conflits sont favorables à une désescalade de la crise dans l'est du pays? Cher ami, les cartes, comme vous avez demandé, je ne vais pas faire comme mon ami l'en face. Nous sommes dans un état de guerre, mais vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il y a? La colonne! Ah, ces enfants, venez! Hé! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué! Adi à quel sens c'est voué? L'État doit agir. Il doit agir! Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bama Béré, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Mbotenabiso. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution Ipa Yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, Alerter. En cas de nuisance sonore, Alerter. même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, Alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté. Et encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public, qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, C'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Son langage. Et c'est un langage qui traduit beaucoup de choses, surtout pour ceux qui nous suivent. Facilement et directement, ils arrivent à comprendre qui vous êtes. Et ils arrivent à vous distinguer. Il reste dans l'analyse des faits. Non, mais écoutez, même lorsque je fais des analyses, d'abord, je vais vous apprendre. Vous êtes, Quand vous l'Allemagne- êtes quand expert en l'Allemagne- communication, en journalisme, les faits sont sacrés. Lorsque vous interrogez les faits et que vous faites des analyses selon dans le prescrit ou dans les sillons des faits, Ça, c'est vous un n'enfreignez journalisme. aucune loi. C'est un journalisme. Mais ici, nous ne sommes pas un journalisme. Ça, c'est la communication qui est diamétralement opposée au journalisme. Ce n'est pas
Le journalisme n'est pas la communication. Mais ce sont des sciences humaines. La sociologie, donc, je disais à mon la ami, communication politique, que sais-je. je disais à mon ami à débat. Allez à l'essentiel. L'Allemagne, lorsque il envahit la France, les Français n'avaient pas capitulé. Ils se sont requinqués, ils se sont regroupés pour faire l'offensive et aller à l'encontre des Allemands pour récupérer leurs territoires occupés. Vous avez dit le fait que la RDC accepte, ou le gouvernement de la RDC accepte de dialoguer, et puis vous êtes contredit. Non, je ne me suis pas contredit. Je peux me répéter si vous voulez. Je répète votre contradiction. Je peux me répéter? Non, j'ai bien suivi. Pour une meilleure compréhension. J'avais bien suivi, ne vous en faites pas. Vous avez commencé par les critiques. Dites-moi seulement si ce n'est pas ça. Laissez-moi parler. Si ce n'est pas ça, vous me direz non, Emmanuel, rappelez-moi l'ordre. Vous avez dit, tantôt vous êtes pour le dialogue, c'est notre mère nourricière, vous avez dit ça tout à la fin. Mais au début, vous avez dit, aller dialoguer avec le M23, ça serait une capitulation. C'est une contradiction. Vous qui prenez les dialogues, parce que c'est notre alma mater. S'il vous plaît, je peux vous corriger directement. S'il vous plaît. Allez-y. Oui ou non, vous avez dit que vous êtes pour le dialogue. C'est ça notre arme, c'est ça notre ADN. Vous avez dit ça ici, les images sont là. Ouais. Vous êtes d'accord que vous avez dit ça. Mais vous avez dit le fait que le gouvernement de la RDC accepte de dialoguer avec le M23, c'est une capitulation. Je vais me répéter pour une meilleure audition. Mais ça, c'est une contradiction. Je vais me répéter pour une meilleure audition. Vous allez répéter dans vos 2 minutes. Laissez-moi atterrir. Oh vous allez répéter dans vos... On m'a accordé... Vous avez fait un raccordement fraudulé. Merci beaucoup. Continuez quand même. Merci beaucoup pour ces raccordements dont vous qualifiez d'être illicites. Mais je vais entendre que vous puissiez encore vous répéter. Je vais me répéter pour une meilleure audition. Mais à mon entendement, moi je pense qu'il y a une totale contradiction. Si vous acceptez de dialoguer, la RDC a capitulé, mais en même temps, ça je laisse passer. Répondez à... Maintenant, pour répondre à votre... Voilà, même j'ai même perdu le fil de votre question. Les cartes sur table, est-ce que toutes les parties sont favorables à y participer et à parvenir à un accord de paix? Écoutez, vous avez vu nos amis du M23 claironner, dire voilà, nous sommes prêts pour le dialogue. Nous souhaitons le dialogue. Si ce sont des... Le gouvernement est dirigé par Félix Tshisekedi, le premier de tous les Congolais. Moi, je trouve aucun inconvénient que le chef de l'État écoute ses compatriotes. Si leurs réclamations sont légitimes, on va les examiner. Moi, je pense que les cartes sur table seront étalées. Chacun viendra avec son agenda, son cahier de charges, et on va tamiser. C'est comme je vous ai dit, il y aura certaines recommandations. Nous connaissons déjà la réclamation de nos amis du M23. Nous les connaissons. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je n'avais pas voulu le dire, mais je le dis quand même, à partir de ce jeudi, je vais mener une campagne à travers la République pour sensibiliser les Congolais, les jeunes, ceux qui sont nés après 2005 et l'ensemble des Congolais. Je vais sensibiliser les Congolais qu'en 2007, il y a eu brassage, mixage, intégration, qui a accouché aujourd'hui à la guerre que nous voyons. Et nous devons nous mettre aux aguets. Nous devons ouvrir nos yeux aux discussions. Je vais travailler pour échapper à ces pièges. Je vais mobiliser la population. C'est ça le piège dont vous avez parlé? À ce qui va se passer à Luanda pour que ces 3 mots ne reviennent. Donc c'est ça le piège dont vous avez parlé? Non, écoutez. Le piège réside à quel niveau? Je ne sais pas le détailler, mais nous connaissons... Mais vous avez parlé du piège, comment encore vous n'arrivez pas à le détailler? Écoutez, je vous dis, nous sommes dans un état de guerre. Dans un état de guerre, on ne dévoile pas tout. Non, dire le piège, à quel niveau il se situe, c'est pas dévoiler une stratégie. Si je dévoile ces pièges-là, ils seront au courant et ils vont se rebiffer, ils vont requinquer et ils vont contourner. C'est d'ailleurs bien ça. C'est d'ailleurs bien qu'ils changent de plan. Vous avez en face de vous un auditeur de Chess, monsieur. Emmanuel, j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, je vous convie également, vous, Jean-Pierre Camille, les autres, d'aller faire le Chess. Vous comprendrez que non, Emmanuel Chibambe s'est assagi encore par rapport à cette question-là. Je vous dis, c'est stratégique, cher ami. C'est tellement stratégique. Et moi, étant auditeur, je ne peux pas venir l'étaler ici sur la place publique. Parce que je suis en train d'aider mon pays, mon gouvernement, à pouvoir
finir cette histoire de guerre définitivement. Donc nous devons garder toutes ces cartouches-là, ne pas les dévoiler sur la place. Et parlons des acteurs en présence. Qui devront négocier en faveur de la RDC en 30 secondes? Le profil de ceux qui doivent faire partie de la délégation. Moi, je ne fais pas partie du secret du chef de l'État. Non, je parle des profils qui doivent être... Justement. Qui doivent nous mettre d'accord. Justement, moi, je pense qu'au sein du cabinet du chef de l'État et au gouvernement... Est-ce que ça doit être une délégation du gouvernement ou gouvernementale ou une équipe qui sera mise sur pied selon les critères de choix que va déterminer le chef de l'État? Moi, je conseillerais au chef de l'État. Je conseille au chef de l'État que cette équipe soit composée de quelques membres du gouvernement. Il y a quelques têtes pensantes du gouvernement qu'on ne peut pas s'en passer. Des gouvernements ici? De notre gouvernement, oui. Cette équipe doit être composée de quelques membres du gouvernement, de son cabinet et de l'armée. Et de hauts gradés, de certains généraux de l'armée, de hauts gradés de l'armée. Ça, il ne faut pas aussi négliger, c'est très important. Il doit y avoir des hauts gradés de l'armée dans cette délégation. Ça, on ne peut pas s'en passer. C'est très important. Parce que nous aurons en face de nous des militaires, des gens qui savent faire la guerre. Il faut aussi en face qu'il y ait du répondant. Alors là, je pense que le jeu sera tellement égal. Donc, si le chef m'entend, moi, je souhaiterais que cette équipe soit composée de la sorte. Merci beaucoup. Joseph Edeba, vous ramassez tout ce qu'il a dit. Je voudrais... Entre expérience et compétences, comment jongler? Écoutez, moi, je voudrais d'abord remettre notre auditeur des chaises qui ne sait pas faire la différence entre être en guerre, parce qu'il a toujours répété, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. S'il vous plaît. On te contredit. Mais laissez-moi avancer. Il t'a contredit. Voilà. Nous sommes en guerre, écoutez. Peut-être là, nous sommes en... Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Monsieur Emmanuel Tshibambe qui s'est dit être auditeur. Je le suis. Ne sait pas faire la différence. En école doctorale d'ailleurs, je le suis. Oh là là. On l'écoute jusqu'à la fin, s'il vous plaît, Tshibambe. Allez-y. Monsieur l'auditeur ne sait pas faire la différence entre être dans un état de guerre et dans un état d'agression. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas en guerre contre un pays d'Afrique, ni aucun voisin. Il ne le sait pas. Il est auditeur. Nous sommes en état d'agression. Nous sommes agressés et la RDC, jusqu'à cette heure où nous parlons, ne fait pas la guerre ni avec le Rwanda, moins encore avec l'Ouganda. Vous comprenez cette réalité? Nous ne faisons pas la guerre, c'est-à-dire nous subissons. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Ouganda, nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda, du point de vue de la déclaration de guerre. Non, ça c'est dans les principes. Mais attendez, les principes... Sur le terrain, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous récoltons? Nous vivons une guerre d'agression menée par... Mais c'est ça la guerre. S'il vous plaît, non, ce n'est pas ça la guerre. La guerre se déclare entre les États, mon frère. Ça, c'est dans le principe. Non, mais le principe, c'est ça. Il faut parler ici du principe. Ici, nous ne sommes pas ni dans la crise, ni dans un conflit. Nous sommes dans une guerre ouverte. Nous sommes dans une crise sécuritaire. Nous sommes dans une crise avec les armes. Emmanuel Tshibambe a dit... Quels sont les éléments qui définissent une crise? Emmanuel Tshibambe a dit... que les M23 sont les Congolais. Quels sont les éléments d'une crise? Tout à l'heure, la vidéo existe, il vient de le dire tout à l'heure. Que, s'il vous plaît, laissez-moi avancer. Vous aviez dit tout à l'heure que les M23, ce sont des Congolais, il faut que le chef de l'État apprenne à les écouter. C'est une crise. Parce que ceux qui dirigent ces mouvements sont Congolais. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit ça. À partir du moment où la crise s'amplifie jusqu'au point où quelques compatriotes prennent les armes, ce n'est plus la crise. La crise a pris d'autres proportions et nous vivons désormais un régime de guerre. Mais c'est une crise sécuritaire. C'est une crise sécuritaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'arbore comme vocabulaire? Je ne sais pas. C'est une crise sécuritaire. Monsieur Emmanuel Tshibambe a dit, je le répète, que ceux qui sont au M23 AFC, ce sont des Congolais et le président de la République, il l'exhorte d'ailleurs à les écouter. Vous voyez? Et il fait un raccordement fraudulé pour dire que j'ai dit que la RDC a capitulé. Okay. Après, j'ai dit que nous apprécions le dialogue qui reste notre arbre à l'arbre. Oui. Écoutez, j'ai commencé par dire que le chef de l'État a qualifié de tous les noms les mouvements rebelles à FCM 23. Il a dit que ce sont des patins. Il a dit que c'est une coquille vide. Et après, il a entendu à ce que cette coquille vide puisse percer jusqu'à prendre Goma et Bukavu pour finalement accepter le dialogue. Pourquoi il ne pouvait pas le faire, s'il vous plaît?
Pourquoi ils ne pouvaient pas le faire avant, s'ils savaient qu'ils pouvaient à tout moment les entendre? C'est comme ça que je dis que Kinshasa a sous-estimé l'adversaire et la menace. Voilà pourquoi nous subissons aujourd'hui l'occupation de cette grande partie de l'Est du pays. Mais en même temps, nous disions depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, que les dialogues doivent être finalement inclusif et global. Inclusif, global, mettant autour de la table tous les Congolais, même ceux qui influent d'une manière ou d'une autre sur cette guerre à l'Est pour finalement trouver un pacte social de paix pour garantir la sécurité à l'Est du pays. Joseph Kabila il a dit que les Congolais sont mieux placés pour discuter entre eux, afin de, n'est-ce pas, savoir analyser les causes profondes de l'insécurité que nous sommes en train de voir à l'Est du pays. Je ne sais pas par quel mécanisme il faut expliquer à ces gens. Voilà, les dialogues que nous parlons, c'est celui-là. Ce n'est pas les dialogues, parce qu'il faut dire en même temps que le chef de l'État accepte les dialooges avec les M23, mais le chef de l'État en même temps s'apprête à vendre les minéraux au prix de l'échange de sécurité avec les États-Unis. Vous voyez cette attitude, ça ne traduit pas la volonté de vouloir restaurer la paix durable à l'Est du pays, parce que l'ennemi qui viendra négocier viendra avec les retenus. Il faut une volonté de conviction. Mais c'est ça, c'est ce que nous voulons. Et donc voilà, c'est que nous sommes en train de dire à ces gens ici qui veulent que nous puissions arborer les mêmes vocabulaires que eux. Je rappelle ici qu'à l'époque, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a percé nos forces de l'ordre, l'UDPS s'est levé et a fait un communiqué pour dire, écoutez, les rebelles sont nos alliés. Il a dit, Laurent Désiré Kabila est notre allié dans l'opposition armée. Et nous sommes dans l'opposition démocratique. Ça veut dire que... On ne tente pas les kits doubles. En même temps, on affiche la volonté d'aller à la table de négociation. En même temps, on réfléchit à d'autres mécanismes pour parvenir ou récupérer les territoires ou trouver la paix au Congo. Pendant ces temps, nous continuons à perdre les territoires. Vous êtes sans ignorer que derrière les Congolais qui sont au sein du M23, il y a l'ombre de Kagame. Dernièrement, il est sorti de son silence pour dire qu'il y a des gens qui me sollicitent. Les gens qui n'ont pas trouvé des solutions à leurs problèmes et qui viennent vers moi, s'il faut prendre des armes, en tout cas, je suis prêt à le faire. Mais comment alors discuter, sachant que derrière les M23, il y a bel et bien l'ombre de Kagame, c'est que vous ne saurez pas nier ici. Vous savez, moi, je ne vais pas ni nier, ni aussi affirmer des choses que moi, je ne maîtrise pas. Il incombe à celui qui a l'air des faits de fournir les preuves. Si vous, Kagame, savez, il y a certains Congolais que vous connaissez, vous êtes Congolais, je demanderai à ce que peut-être le service vous appelle, quelle est la nature, renseigner. Selon vous, quelle est la nature du conflit Non, mais vous devez peut-être renseigner. Quelle est la nature de ce conflit alors? Vous devez renseigner aux services qui sont ces Congolais qui sollicitent de l'aide auprès de Kagame. Moi, je n'affirme rien. Je n'ai jamais été avec eux ensemble. Allez, et il faut retenir que cette guerre que nous sommes en train de subir, c'est aussi la cause, parmi les causes profondes de cette guerre et crise de sécurité, c'est la mauvaise gouvernance des dirigeants politiques. Comment vous pouvez imaginer que nous puissions aller à la reconquête avec une réponse rigoureuse, avec des hommes mal placés? Un ministre de défense qui n'est pas du domaine, qui ne comprend rien, qui se retrouve en train de faire les meetings. Nous n'avons jamais vu des ministres de défense faire des meetings. Meetings populaires pour adhérer dans l'armée. Pendant que nous essuyons de l'humiliation avec les occupations que nous sommes en train de voir à l'Est du pays. Aujourd'hui, la sécurité... De ceux qui doivent négocier pour la RDC pose problème. Écoutez, cette qualité a commencé à poser problème, pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Le président de la République a d'abord priorisé et toujours sa propre sécurité. Voilà pourquoi il place des gens qui ne sont pas vraiment de vrais répondants par rapport à la cause, par rapport à la réalité, pour, n'est-ce pas, restaurer la paix voulue par le peuple congolais. Voilà le problème de la gouvernance. Voilà le problème de leadership. Et c'est comme ça que nous vous disons que si nous continuons avec cette attitude de, n'est-ce pas, prioriser la sécurité d'un individu au détriment de tous les autres, nous allons continuer à essuyer de l'humiliation. Au lieu d'appuyer nos forces de l'ordre, les dirigeants de Kinshasa se sont donné le luxe d'aller prendre les mercenaires. Et la fin des comptes, c'est que les mercenaires se sont rendus rapidement à la place de nos vaillants soldats qui ont vaincu les M23 à l'époque. Mais qu'est-ce qui a aidé à ce que nous puissions vaincre les FARDC à l'époque? C'était la gouvernance, le leadership, mais aussi un monitoring de qualité. Parce que nous avions des généraux aujourd'hui qui sont en retraite,
comme le général Didier Etumba, le général plusieurs d'autres. Mais ces gens ont aidé ce pays à n'est-ce pas, restaurer la paix durable à l'est du pays. Et c'est l'UDPS qui a ramené, encore une fois, il faut le dire, cette résurgence des M23 à cause des accords qu'ils ont signés avec les M23. Les M23 ont été logés ici, nourris, véhiculés par l'argent du contribuable. Ce n'est pas un problème. C'était déjà, donc, la situation a évolué. Aujourd'hui, maintenant, comment négocier en 30 secondes? Nous pensons que, d'abord, premièrement, il faut dire que les LGD et alliés louent l'initiative enclenchée par le président João Lourenço. Cette initiative qui, n'est-ce pas, représente un pas vers la restauration de la paix dans ce que nous vivons comme le conflit sécuritaire à l'est du pays. Et nous demandons à la communauté internationale de s'y mettre de manière à ce que les garanties d'issue de ces dialogues puissent être appliquées afin de, n'est-ce pas, restaurer la paix à l'est du pays. Ça ne plaît à aucun Congolais de voir, écoutez, le nombre de morts que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Ça ne plaît à aucun Congolais de voir le fait que l'agresseur et tout ce que nous voyons, ce qui est en train de se faire à l'est du pays, puisse, n'est-ce pas, se perpétrer au fil du temps. Ça fera aujourd'hui plus de 30 ans. Si vous entendez M. Tshibambe, il vous dira que c'est Kabila Joseph qui a amené les brassages et les mixages, c'est qui est la cause de ce que nous sommes en train de vivre. C'est faux. L'infiltration n'a pas débuté aujourd'hui. C'est depuis ce moment. Deuxièmement, à l'époque de Joseph Kabila, je parle de mixage, je n'ai pas parlé de l'infiltration. C'est comme aujourd'hui, quand vous parlez de mixage. Il ne faut pas faire de mais quand vous parlez de mixage, vous voulez parler de quoi? Non. Expliquez aux Congolais. S'il vous plaît. Ils veulent parler en français, chaque mot a son contexte et sa signification. Vous voulez parler de quoi quand vous parlez de mixage et brassage? Je ne t'autorise pas. J'ai parlé de mixage, brassage. Pourquoi? Je n'ai pas parlé de l'infiltration. Pour quelle cause? Donc, vous parlez de ça. On va placer chaque mot dans son contexte. Il parle de mixage. Mais le but du brassage, c'est de parvenir à l'infiltration. Mais c'est ça. Hein? Exactement. C'est simple. Je sais que vous faites la communication de l'autre camp. Non. Sachez-le que nous, je ne fais pas la communication. Attention. Vous aviez l'habitude. Emmanuel Tshibambe, vous aviez. Brassage, mixage et intégration. Plus jamais d'armée. Je vous arrache la parole, s'il vous plaît. Plus jamais. Personne ne fait la communication d'un camp quelconque. Ici, nous sommes. Ne voulons plus ça. Nous voulons plus de ça. Et nous plus question de brassage, ni mixage. Je suis en train de parler. J'appelle à l'éthique la discussion. On est arrivé à la fin. Vous allez conclure. J'ai dit, on reste catégorique. À l'époque de Joseph Kabila, on refuse le plan de brassage et mixage puisque c'est ça la tentation. Comment négocier? On a 30 secondes de finir. Mais monsieur Gédéon, je vous serais gré de nous trouver encore l'occasion de revenir parler ici du brassage et du mixage. Il n'y a pas de problème. Vous savez, à l'époque de Joseph Kabila, c'était comme à l'époque actuelle, vous voyez, avec les gouvernants de Kinshasa. Est-ce qu'il y avait une autre solution à part les brassages et les mixages? Répondez aux Congolais. C'était la meilleure solution de cette époque-là. Comme aujourd'hui, les dialogues. Parce qu'il fallait cantonner. Quand vous cantonnez l'ennemi, vous avez la facilité de l'éliminer. Il fallait cantonner ces gens-là. Et dites-moi, quelle était la solution, vous, Emmanuel Tshibambe? La solution, c'était celle de nommer tous ces généraux rwandais. Les principes de débat, vous ne les gardez pas? Non, vous ne gardez pas les principes du débat. Il a pris autant. Vous ne respectez pas les principes du débat. Il n'y avait aucune solution de l'époque en rapport avec la réalité. Si ce n'était pas les brassages et les mixages. C'est la même chose aujourd'hui. Il a pris plus de 10 minutes. Que les dialogues, comme voix du Sud. Il a refusé le dialogue, mais finalement, il accepte. Parce qu'il n'a pas les cartes en main. Voilà le problème. Malheureusement. Il n'a pas les cartes en main. Vous m'avez mis la pression. Vous n'avez pas les cartes en main. Je serai vraiment laconique. Non. 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. La solution du brassage, c'est la même chose avec les dialogues aujourd'hui. Dites-nous, quelle est la solution autre que celui des dialogues? Il n'y a pas une solution alternative. Il n'y avait pas de solution alternative. Cher ami. Il n'y en avait pas. Il y avait la caméra clignote. Déjà. Je signale qu'on est arrivé à la fin. À l'époque, il y avait une autre solution. C'était quoi la solution? Non, je ne réponds pas à ta question. Je ne suis pas journaliste. Le fait de pouvoir accepter le mixage. Kabila était contraint de faire les brassages et les mixages. Pour détruire notre armée. Kabila était contraint comme Tshisekedi est contraint de dialoguer. Monsieur le Président, nous vous retrouvons. Kabila était contraint. Nous voulons. Kabila était contraint de faire les brassages et les mixages de la même manière que Tshisekedi